Tout pile, 4 heures en direct sur BFM TV. Très très bonne nuit à tous. La suite de notre nuit américaine édition spéciale. Plus de 200 millions d'Américains votent pour les élections de mi-mandat. Ils renouvellent l'intégralité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat ou encore 36 gouverneurs d'État. Fanny, bonjour. Fanny, ça va? Bonjour, merci de m'accueillir Julien ce matin. J'en prie. Évidemment, on continue de passer cette fin de nuit, ce début de matinée avec vous pour ce scrutin à la fois crucial pour le président démocrate Joe Biden qui risque de perdre le contrôle du Congrès, pour Donald Trump également qui pourrait prochainement annoncer sa candidature pour 2024. On suit évidemment cet événement en direct sur BFM TV avec nos envoyés spéciaux aux États-Unis mais aussi nos invités, journalistes et spécialistes en plateau. Et avant de tous les retrouver, d'analyser, de décrypter, on va retrouver depuis Washington Philippe Corbet. Bonjour Philippe, merci d'être en direct avec nous. Donald Trump va parler dans quelques instants. Oui, l'ancien président Trump qui a laissé entendre qu'il pourrait prendre la parole depuis sa résidence de Mar-a-Lago. Un pupitre est prêt à Mar-a-Lago. Alors, il ne faut pas attendre, ou en tout cas, ça serait une vraie surprise, qu'il annonce ou qu'il confirme sa candidature pour l'élection présidentielle 2024 dans les prochaines minutes. Il a dit lundi soir, lors d'un dernier meeting de campagne, qu'il le ferait mardi prochain depuis sa résidence de Mar-a-Lago. Et un peu plus tôt dans la journée ici, donc jour de vote, il est allé à West Palm Beach, donc près de sa résidence de Mar-a-Lago pour voter. Il en a profité pour titiller, voire même se moquer du gouverneur de Floride, pour lequel il a confirmé avoir voté et qui vient d'être réélu, Ron DeSantis, qui devrait être son principal rival pour la candidature, en tout cas pour la désignation du candidat républicain, pour la primaire républicaine. Et c'est, je pense, comme ça qu'il faut comprendre cette prise de parole attendue de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il le veut être présent dans les soirées électorales américaines où il n'est pas le centre de l'attention, même sur Fox News. D'une certaine manière, il ne veut pas que ce soir de victoire pour les Républicains se fasse sans qu'il soit lui au centre des conversations. Donc il va prendre la parole. Il ne veut pas non plus que la victoire très large, très nette de son rival Ron DeSantis en Floride lui donne un élan qui l'empêcherait ou qui en tout cas qui lui permettrait d'être un rival sérieux face à Donald Trump. Donc voilà, Donald Trump sait faire ça avec efficacité. Un peu plus tôt dans la journée, il avait notamment accentué ou souligné et donné beaucoup d'écho à des incidents assez localisés qui se sont passés dans un comté de l'Arizona, des problèmes avec des machines à voter. Alors il y a eu certes des problèmes qui ont été résolus, ont confirmé les organisateurs locaux des élections qui sont des républicains. Tous ceux qui devaient voter, qui voulaient voter, ont pu voter, disent les responsables locaux. Mais Donald Trump, en donnant de l'écho à ces incidents, a été largement repris par des comptes sur les réseaux sociaux, par certains médias ultra-conservateurs, notamment Newsmax, où Donald Trump a donné une interview un peu plus tôt dans la journée. Bref, il essaye de faire en sorte que la victoire, la vague républicaine qui est en train de se dessiner sous nos yeux, d'une certaine manière, on lui attribue, ou que des républicains américains lui attribuent la responsabilité ou la paternité de cette victoire. C'est pour ça qu'il souhaite prendre la parole ce soir depuis Mar-a-Lago. Alors on va évidemment détailler dans un instant avec Guillaume Barki les premiers résultats. Ils commencent à s'égrener petit à petit, mais pas vraiment de grande surprise, Philippe. Non, pour l'instant, au fond, tout se passe comme prévu, ou plus ou moins comme prévu. C'est-à-dire que les démocrates, les plus optimistes des démocrates, imaginaient ou espéraient qu'il pourrait y avoir une mobilisation de dernière minute qui aurait fait que les sondages auraient été infirmés. Pour l'instant, on voit les choses se dérouler à peu près comme c'était prévu. Il y a des petites nuances ici ou là, où finalement des candidats, où c'est un peu plus serré que prévu, où finalement il y a des écarts un peu plus larges que prévu, mais rien de significatif. Donc le scénario qui avait été tracé par les instituts de sondage semble se confirmer. La Chambre va passer côté républicain, la Chambre des représentants, et ça va être important, puisque notamment sur les questions budgétaires, ça veut dire que le président Biden va devoir négocier en permanence avec le Parti républicain. Et pour ce qui concerne le Sénat, ça va être très serré, ça va se jouer à quelques sièges, 1, 2 sièges peut-être. Et donc on va regarder de près ce qui va se passer dans plusieurs États, l'Arizona, la Pennsylvanie, la Géorgie, et sans minimiser l'intérêt du suspense des prochaines heures, il est
probable, fortement probable qu'on n'ait pas la réponse définitive dans les prochaines heures, peut-être même dans les prochains jours, puisque en Pennsylvanie, par exemple, il y a déjà eu des recours et donc il est probable qu'on n'ait pas les résultats avant peut-être même demain, mercredi, ou même peut-être un peu plus tard. Donc il faut rester extrêmement prudent, ça va être extrêmement serré, notamment dans ces deux États de la Pennsylvanie et de la Géorgie. Et on va suivre ça évidemment avec grande attention, Philippe Corbet. Alors que Donald Trump doit parler dans quelques instants, on surveille évidemment les images de Mar-a-Lago. Guillaume Barki, les premiers résultats, vous les avez? Oui, alors pour l'instant, les prévisions de CNN se confirment. Les républicains sont confortablement élus là où ils devaient être élus, tout en précisant bien, à l'heure où on se parle 4 heures du matin, qu'il n'y a aucune information sur ce qu'on appelle les swing states, les États les plus indécis où le scrutin serait le plus serré. Pour l'instant, on n'a pas d'informations dessus. Donc on a des résultats sur des États où il y avait assez peu de suspense. La star de la soirée, pour l'instant, évidemment, c'est évidemment le républicain Ron DeSantis. Pour les Français, c'est pour l'instant largement un inconnu. Cet homme, pourtant, il est gouverneur de Floride depuis longtemps et il est réélu confortablement. Et c'est ça qui intéresse les observateurs ce soir, avec aux alentours de 58%. Il est républicain. Il est républicain. Oui. Et donc, ce qui nous intéresse ce soir, c'est que Ron DeSantis, au sein du Parti républicain, c'est l'un des concurrents majeurs de Donald Trump au sein du Parti républicain pour la course à la présidentielle 2024. Donc ça, c'est la première information de la soirée, la réélection confortable de ce probable futur concurrent Donald Trump à la présidentielle. Dans l'Arkansas, en revanche, toujours côté républicain, c'est plutôt une bébé Trump qui est élue. C'est la républicaine Sarah Huckabee Sanders, qui est l'ancienne porte-parole une des anciennes porte-paroles des équipes de Trump. Là, c'est une réélection qui conforte plutôt la place de leadership de Donald Trump dans le Parti républicain. Après, il y a des noms qu'on commence à connaître avec le temps. Alexandria Ocasio-Cortez, élue démocrate, confortablement elle aussi dans l'État de New York. Il y a des entrées plus symbolique. Dans l'Oklahoma, par exemple, vous avez un monsieur qui s'appelle Markway Mullin. C'est le premier élu amérindien à ce poste depuis plus de 100 ans dans cet État. Dans le Massachusetts, vous avez la démocrate Maura Healey, qui devient la première gouverneure ouvertement lesbienne aux États-Unis. Et puis en Floride, vous avez le démocrate Maxwell Frost. Il n'a que 25 ans. Et il devient le premier membre de ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés après 1996 au Congrès. C'est un renouvellement mineur, mais un petit renouvellement des générations auquel on assiste dans l'un de ces résultats. Merci Guillaume Barki. On va évidemment continuer de suivre toutes ces évolutions, ces nouveaux résultats pour le moment avec vous dans la matinée. On va également en parler avec nos invités et nos spécialistes sur ce plateau. Nous sommes avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique international BFM TV, on vous connaît bien. Également avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Avec Amandine Atalaya du service politique de BFM TV. Bonjour également. Nous sommes aussi avec Grégory Phillips qui va nous rejoindre dans un instant, il n'est pas encore arrivé. avec Fred Hoffman, bonjour, porte-parole de Democrat Abroad France. Désolée pour l'accent. Et nous sommes avec Grégory Portet, professeur à l'ISP, spécialiste des institutions politiques et démocratie américaines. Ça en fait du monde. Ça fait du monde. Et on présente tout le monde comme ça, c'est fait. Amandine Atalaya, on va revenir sur ces personnalités que l'on découvre petit à petit et dont les noms ressortent avec ces résultats, ces premières projections, et notamment Ron DeSantis, cette personnalité qui challenge un petit peu Donald Trump sur son terrain et qui pourrait être candidat en 2024. Qu'est-ce que sa réélection dit pour cette échéance de 2024 ? Sa réélection, elle se fait avec un très bon score. Donc c'est surtout une confirmation de quelque chose qui était attendu. On savait que Ron DeSantis allait gagner, mais ça provoque très certainement, on le voit, une réaction anticipée de Donald Trump, puisque il pourrait s'affronter lors d'une primaire républicaine des deux hommes. Peut-être, on n'en est pas là, mais et on voit bien que ça agace d'ores et déjà ce succès Donald Trump, parce que Ron DeSantis est quelqu'un qui a pris de l'ampleur, qui a apprécié des électeurs républicains, qui a marqué en Floride par sa gestion de cet État, notamment parce que pendant la crise du Covid, il a mené une politique différente de d'autres États. Il a laissé tout ouvert, les écoles le plus longtemps possible, les plages. Il a essayé de maintenir l'économie à flot. Ça a
plutôt fonctionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une mortalité absolument incroyable, pas pire en tout cas que dans d'autres États. Et donc, il y a une partie des électeurs qui aujourd'hui le remercie, lui en sait gré. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une personnalité très différente de celle de Donald Trump, mais néanmoins des idées très proches, des idées extrêmement dures, extrêmement fermes sur l'immigration, par exemple. C'est quelqu'un qui a mis de façon symbolique des migrants dans un avion vers Martha's Vineyard, une île qui est très prisée des Obama et des Clinton pour dire, voyez, renvoyons-les chez ceux qui ne s'en occupent pas, ils apprendront bien à les gérer. Donc il fait quelques coups d'éclat, mais il est beaucoup plus posé que Donald Trump. Et donc on a cet affrontement naissant. C'est un peu la nouveauté, disons, de ces élections des midterms, c'est de voir cette personnalité émerger. Et on voit bien que c'est un nom que les Français vont être amenés à découvrir. Alors après, il y en a beaucoup, des personnalités comme ça qui émergent à mi-mandat et puis qui s'éteignent telles des étoiles filantes. Donc ça ne veut pas dire qu'on en entendra encore parler dans un an ou deux. Mais pour l'instant, c'est la star de la soirée à ce stade. Patrick Martin-Jeunier, on a beaucoup entendu Donald Trump ces dernières heures, qui a notamment parlé d'anomalies dans le système de vote, dans certains bureaux de vote. Est-ce qu'il n'y a pas une guérilla, en fait, qui va s'installer dans les heures, dans les jours qui viennent aux États-Unis avec tout cela? Ah oui, c'est une méthode de Donald Trump. Rappelez-vous, lorsqu'il était président des États-Unis, il avait contesté, il y a eu beaucoup de contentieux. D'ailleurs, il a utilisé l'argent du Parti républicain pour défendre. Rappelez-vous, il avait fait pression sur un secrétaire d'État. Nous parlions tout à l'heure des secrétaires d'État pour que celui-ci dise qu'il y a eu des fraudes. Et ce secrétaire d'État avait refusé d'aller dans le sens de Donald Trump. Donc on voit bien qu'il y a une procédure, une méthode procédurière. En priorité au direct, Donald Trump s'exprime en ce moment même. So we're doing combinations of both. I'd like to welcome the fake news media, which is back there. There's a lot of people back there. Ah, il y a beaucoup de gens là-bas. That's incredible. That's a big group. They must be expecting something big. Et ils s'attendent à quelque chose de grand, visiblement, pour être venus si nombreux. Donc, les chiffres jusqu'à présent sont extraordinaires et puisque nous en sommes aux nominations, on en est à 330 nominations. Jusqu'à présent, 330, ça veut dire qu'on a gagné. On a gagné de 200, on est à 334 et 224 d'avance. Bon, enfin, ça nous met cinquième et les gens qui sont cinquième peuvent toujours arriver à être premiers. Ça fait 24 sur 330 et c'est un bon résultat pour le moment. Bon, alors voilà, est-ce qu'il est bon pour les nominations? Oui, peut-être, mais est-ce qu'il est bon en général? C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Alors ça fait quand même 80 victoires et 3 pertes, si je ne me trompe pas. Ah si, ça avait été comme ça aux élections générales. La Caroline du Nord, on a Ted Bennett qui est maintenant en tête avec 50 et 1 contre 47 et Ann Smith est bien aussi 55-43 et il est contre un Bush mais pas le même. Anheuser-Busch. C'est pas le même. Mais vous me direz lequel c'est le vrai. Et en Ohio, Jen Evans est en tête avec 52 à 47. Et on a eu une réunion extraordinaire hier soir et on a vu aussi pour DeMarco un meeting extraordinaire. Et moi j'ai été et j'ai vu que c'était magnifique. Ah bah c'est tropical là-bas. Et c'était tellement chouette que tout d'un coup, quand il s'est mis à faire tout sombre, tout le ciel s'est assombri et le ciel a lâché ses eaux et il a fallu se sauver. J'avais plus de téléprompteur, il y avait 45 000 personnes, même pas de téléprompteur. Et je me suis demandé ce que Biden aurait fait dans cette situation. Nous, on s'en est sortis et Marco est bien placé à 58 contre 41. Et donc, c'est super. Katie Britt, bravo Katie, elle a fait 68 à 30
Alors voilà les nouveaux jeunes et c'est fantastique. Et son mari, il est très bien aussi. Il est énorme. Et il a joué au NFL pendant longtemps et il a la carrure. Bravo Katie. Et puis on a beaucoup d'autres très bons candidats qui sont en tête. On a beaucoup de combats qu'on va gagner. Et puis, je suis très heureux de vous inviter tous. Heureusement que vous êtes nombreux. Très heureux d'avoir les médias ici. Et tout le monde n'est pas gentil, mais à la fin, de toute façon, tiens, c'est dommage, il n'y a pas de footballeurs. Mais enfin, il y a des gens qui ont un beau cerveau à la place. Alors, voilà, ce qui est bien pour le pays, eh bien, vous êtes en train de le voir et bravo, merci les médias, passez une bonne soirée. Voilà, on vient d'écouter ces premiers mots de Donald Trump. Des mots dans tous les sens. Voilà, il faut reconstituer, on va le faire avec nos spécialistes ici, vous inquiétez pas, on va décrypter. En fait, donc, les premiers résultats sont tombés concrètement et Donald Trump s'est empressé de les commenter en énumérant une série de chiffres et de nominations et surtout en détaillant les candidats qui ont donc été élus ou réélus. Extraordinaire. Exactement, toujours beaucoup de superlatifs avec Donald Trump. Grégory portait ses premières déclaration, alors, sans rentrer dans le fond de ce qu'a dit Donald Trump, parce que bon, on a bien compris que c'était assez compliqué, il n'y en avait pas vraiment ce matin. C'est quand même juste de se positionner, en fait. Oui, c'est ça, c'est juste un effet d'affichage. On voit bien qu'il y a une incohérence absolue du propos, qui n'est pas structuré. Moi, j'ai beau enseigner la science politique depuis 20 ans, c'est la première fois que je commente un discours aussi peu structuré d'un homme politique. Et je suis heureux de le faire pour la première fois de ma vie. Mais c'est un discours qui vise à dire finalement cette victoire, c'est la mienne. Regardez, j'occupe les médias. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est j'existe. Et d'ailleurs, regardez bien, le positionnement est assez amusant. Il remercie les médias. Y compris les fake news qui sont venus. Voilà, il a remercié. C'est exceptionnel. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il parle de 300, 350 nominations, en réalité, il ne faut pas faire une confusion. Je pense qu'il a voulu dire que les candidats qui avaient été investis étaient essentiellement des candidats trumpistes, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce sera le nombre de candidats qui seront élus au Congrès des États-Unis. On a vraiment entendu des propos lunaires. Nomination en anglais, c'est les gens qui ont été investis au nom du Parti républicain, qui sont majoritairement pour Donald Trump. Maintenant, il a essayé effectivement de recenser ceux qui étaient élus au Congrès des États-Unis. C'est quand même tout à fait différent. Et en réalité, il a dit on a gagné. Donc quand on a gagné, il se met au centre du jeu politique pour les semaines qui viennent. Ça vous fait quoi d'entendre votre ancien président dire des propos aussi incohérents? Ça, honnêtement, j'ai pas des mots. Ça me fait peur, vraiment, quand je vois, parce que c'est pas l'Amérique que je connais. Alors, je suis en France depuis longtemps, mais quand même, de voir que les gens sont devant lui comme un idole, comme un dieu. J'ai du mal à comprendre ça. Je suis désolé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Donald Trump continue à séduire, continue à faire parler? Pour moi, c'est une espèce de culte déjà, et c'est désinformation. Souvent, les gens qui sont vraiment des Trumpistes, ils regardent que les chaînes comme Fox News. On le sait. Souvent, les Républicains, non, c'est pas vrai. C'est vrai. Fox News qui est même du fake news maintenant pour Trump. Oui, mais comment on peut faire écouter ces gens parce qu'ils ne veulent pas écouter? C'est ça le problème. Alors, ce n'est pas tous les républicains, évidemment. Mais honnêtement, quand j'entends ça, j'ai honte quelque part aussi pour le pays. Je suis désolé, mais je peux le dire. Je suis américain, je suis français aussi. Mais surtout, ce que ces élections montrent, c'est que le pays est encore plus clivé que jamais. On avait peut-être le sentiment qu'avec l'élection de Joe Biden, il y a 2 ans, on aurait pu retrouver une sorte d'union sacrée du pays. Encore, voilà, c'est des mots galvaudés, mais le pays est encore plus divisé que jamais. Mais une autre chose, c'est que Donald Trump a nié depuis les élections, il y a 2 ans, que les résultats, évidemment, ne sont pas dans sa faveur. Et tous les autres autour de lui, où il y a une centaine ou peut-être plus, qui nient les élections aussi. Alors, quand on continue de propager le big lie, le grand mensonge, alors c'est difficile pour les gens de penser autrement, les gens qui croient en tout ça.
Et ça continue de diviser. C'est pas que ça, évidemment, mais il y a plein de choses. Mais alors, on a besoin des gens comme les anciens, comme John McCain, etc., de dire non, en fait, c'est pas vrai. Il faut penser autrement ou montrer la preuve. Je ne sais pas comment ça peut être résolu, ce problème de clivage. C'est compliqué. Hein. Alors, on va s'interroger un petit peu justement sur ces élus républicains, notamment trumpistes. Il y en a une qui a beaucoup interpellé, c'est Marjorie Greene. Elle a été réélue en Géorgie. Un profil très conservateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez ce clip de campagne qu'elle avait diffusé. I'm Marjorie Greene, and I approve this ad. America's the greatest country in the world. We need conservatives in Washington that will keep it that way. I'm running to stop gun control. Open borders. The Green New Deal. And socialism. Democrats fight for their socialist agenda every single day. I'll fight even harder to stop them. I'm Marjorie Greene, Republican for Congress. Save America, stop socialism. Grégory Phillips, qui est cette candidate? C'est impressionnant ce qu'on vient de voir. Oui, alors, il faut néanmoins relativiser un peu. C'est vraiment la branche conspirationniste, complotiste, QAnon du Trumpisme. Ça représente quand même une minorité dans le camp républicain. Il ne faut pas imaginer que tous les électeurs de Trump sont des gens déséquilibrés. Enfin, quand on voit ce clip. Elle est donc représentante de l'État de Géorgie. Marjorie Greene. Elle vient d'être réélue. Marjorie Greene. Dans ce clip, vous voyez ce qu'elle dénonce à grands coups de fusil automatique AR-15, le socialisme, l'ouverture des frontières. Bon, c'est un personnage atypique, je pense quand même minoritaire dans le mouvement républicain et même chez les Et qui raconte quelque chose quand même. Qui raconte quelque chose quand même quand, par exemple, elle utilise effectivement cette arme. C'est pas anodin dans un pays où on connaît les violences. C'est celui qui est le plus utilisé dans les notamment violences dans les tueries scolaires. Mm-hmm. Donc c'est absolument pas anodin. C'est une branche conspirationniste, complotiste qui nous a beaucoup inquiétés au moment de l'assaut contre le Capitole, évidemment, puisqu'on a vu les excès de violence que ça avait pu déclencher. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que dans cette campagne pour les midterms, il y a eu aussi des actes de violence à l'égard, par exemple, du mari de Nancy Pelosi qui a été agressé chez lui à San Francisco. Et sans doute que ce type de vidéoclip ou de personnage extrêmement violent peut inciter à des passages à l'acte. Donc c'est à la fois minoritaire, il faut néanmoins le regarder parce que ça existe. J'aimerais qu'on parle également des enjeux de ces élections. Patrick Martin-Jeunier, il y a notamment l'avortement, sujet très important, très clivant également aux États-Unis. Il y a eu des votes décisifs aujourd'hui. Oui, alors ce qui est très important, effectivement, on a parlé des problèmes économiques, de l'inflation. On a dit que les problèmes économiques étaient passés devant les problèmes de société. Il n'en demeure pas moins que s'agissant de l'avortement, c'est une question centrale. Depuis effectivement qu'on remet en cause le droit à l'avortement avec cette décision de la Cour suprême par rapport à une décision historique de 1973. Et vous avez raison de souligner que l'importance, le vote des femmes va être considérable, d'autant qu'on ne vote pas que pour les gouverneurs ou pour le Congrès des États-Unis, mais il y a quelques 130 votations locales, et notamment en Californie sur le droit à l'avortement, qui vise à intégrer la protection, la garantie du droit à l'avortement pour les femmes dans les constitutions des États fédérés. Donc ça, c'est un sujet très important, et je pense que c'est de nature à ralentir cette fameuse vague rouge républicaine dont on parlait jusqu'à présent. Mais une autre chose avec ça, c'est que c'est la première fois qu'il y avait une loi qui était renversée ou retractée, en fait, les droits. Et on parlait de l'arrêt Roe versus Wade. Oui, en 73. Et on voit ça comme le début. Je dis c'est plutôt les démocrates ou beaucoup même, il y a beaucoup de républicains, que ça va continuer pour le mariage gay, pour même les mariages interraciaux, etc. Mais ça, je crois que juste une autre chose rapidement, c'est avec Marjorie Taylor Greene, il y a aussi les petits, j'entends à droite à gauche que peut-être elle sera le running mate, le vice-président, des candidats vice-présidents pour Trump. Alors, on peut dire ça comme ça, mais
Peut-être il pense qu'il peut bien gagner parce que ça va attirer plus les gens plus conservatifs ou radicaux dans la partie. Je trouve que le débat sur l'avortement est effectivement une question pour le scrutin, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer la question du système politique américain dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'on va avoir une présidence démocrate et on va avoir un Congrès qui sera républicain. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un troisième pouvoir aux États-Unis, qui est le pouvoir judiciaire, qui est totalement acquis aujourd'hui aux républicains, mais aux républicains hyper conservateurs. C'est ce qu'on a appelé les interprétations originalistes de la Constitution. Et comme vous le dites très justement, on est en capacité de détricoter la loi et de défaire des lois progressistes qui seraient votées ou auraient été votées aussi bien par les démocrates précédemment, et je pense notamment à un certain nombre de contentieux qui arrivent devant... D'où l'importance des enjeux locaux, des élections locales, car ce sont les congrès des États fédérés qui vont pouvoir défaire ou protéger ce droit à l'avortement. Mais aussi avec une Cour suprême qui, malheureusement, il y avait 3 juges mis par Donald Trump. Et bien sûr. Il a eu une chance historique. Et ce qu'ils ont aussi menti un peu dans leurs auditions pour dire qu'ils n'allaient pas faire ça avec Roe versus Wade, mais finalement, ils ont fait. Il y a un autre thème qui est très très important là depuis plusieurs semaines, évidemment, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation, plus 8% cette année aux États-Unis, 13% sur le prix de l'alimentaire, plus 20% sur l'énergie. Thierry Arnaud, le camp républicain, clairement, mise beaucoup sur les difficultés financières des Américains. Ils espèrent grappiller quelques voix, justement, sur ces sujets-là. Oui, c'est un des sujets qui a été déterminant dans ce scrutin, évidemment, et qui a beaucoup plombé Joe Biden, c'est clair. C'est The Economy Stupid, comme on disait du temps de Bill Clinton. C'est les fins de mois, c'est les prix dans les magasins, et c'est ça qui a évidemment beaucoup compté. La Maison-Blanche, quand on a essayé de défendre ce qu'elle a produit ces 2 dernières années, explique que quand on interroge les Américains sur les réformes prises individuellement par Joe Biden, le renforcement des infrastructures, par exemple, des investissements dans l'économie, prises individuellement, les réformes démocrates sont plutôt approuvées. Le projet d'ensemble, en revanche, n'a pas été perçu clairement et positivement, et c'est ça qui a évidemment posé problème à côté de cette inflation qui est devenue le sujet majeur de cette fin de campagne. Et on a bien vu finalement 2 campagnes parallèles en quelque sorte, c'est-à-dire que les démocrates sur leur rail disaient le sujet central de cette campagne, c'est la démocratie qui est menacée, ce sont nos institutions, et les républicains disaient c'est votre mode de vie, et en particulier votre portefeuille et vos fonds de main, qui sont le sujet central de la campagne. Et on le verra, lequel de ces 2 arguments a été le plus efficace, sachant qu'il est encore un peu tôt pour le dire, évidemment. On a beaucoup parlé de Donald Trump, des Républicains, depuis le début de cette émission, il y a une demi-heure. On n'a pas beaucoup prononcé le nom de Joe Biden. Joe Biden, si jamais il y a une vague républicaine là, dans ces élections, il fait quoi pendant 2 ans ? Techniquement, c'est un régime présidentiel. Donc, le pouvoir exécutif, le président, est contrebalancé par le Congrès. En soi, il y a 2 stratégies. Une stratégie d'affrontement. Après tout, il a le droit de veto et s'il veut bloquer des lois qui sont votées par un Congrès républicain, il oppose son droit de veto. Et très clairement, même si la Constitution prévoit la possibilité de surmonter ce veto, il n'aura pas risque en réalité de voir son veto surmonté. Donc il peut jouer une stratégie de blocage. J'y crois assez peu. C'est pas trop la nature des institutions. On débat. Et la deuxième stratégie, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas une version monolithique des républicains. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des courants progressistes et conservateurs. C'est quand même un homme politique, on en parlait tout à l'heure, qui est hyper expérimenté. Ça fait plus de 35 ans qu'il est en politique. Bon, il trouvera forcément matière à négocier. De toute façon, une partie de ces réformes sont déjà discutées. Donc, ça va être en fait la question du nombre qui va être au cœur. Combien de sénateurs est-ce qu'il aura ? Pour moi, ça sera le déterminant. Thierry Arnaud, on disait justement que Joe Biden discutait un petit peu au niveau de ses réformes sociales. Est-ce qu'il n'est pas passé aussi à côté de la question inflationniste ces derniers temps dans ce contexte des élections ? Il l'a subi comme les dirigeants des pays occidentaux l'ont subi parce que l'inflation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter. C'est pas un sujet qui a été abordé par les démocrates, pas vraiment.
Ils en ont parlé, mais ils l'ont mis de côté parce qu'ils étaient relativement impuissants. Il ne peut pas, par exemple, maîtriser les prix de l'énergie. Mais ce que je voulais ajouter pour compléter, c'est qu'il faut avoir en tête 2 choses. Un, c'est les midterms, traditionnellement, sont défavorables au président. Si vous prenez les 40 dernières années, en moyenne, le président a perdu 30 sièges à la Chambre des représentants et 2 sièges au Sénat. Ça, c'est la moyenne de chacune des midterms des 40 dernières années. Donc, vous voyez que si les Républicains ne font pas une performance exceptionnelle, mais simplement une performance moyenne dans la moyenne des 4 dernières décennies, ils reprennent le contrôle du Congrès. Et la deuxième remarque que je voulais faire, je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur la capacité de Biden à négocier. Parce que ce qui a changé quand même depuis 10 à 15 ans, c'est on a vu un raidissement. C'est-à-dire ce qui était l'habitude, parce que la cohabitation, pour les raisons que j'évoquais à l'instant, elle est inhérente au système américain. Ce qui était l'habitude, on négocie avec des républicains quand on est un président démocrate et inversement, a changé. Et ça a vraiment basculé au moment du mandat de Barack Obama. Et on voit que les républicains se sont raidis. Et j'ai du mal à imaginer un parti républicain aux mains de Donald Trump accepter de négocier avec Joe Biden. Ils ont rendu la vie de Barack Obama extrêmement difficile et je pense qu'ils feront tout pour rendre celle de Joe Biden politiquement aussi impossible qu'ils le pourront. Dans le passé, quand Joe Biden était sénateur du Delaware, il est de notoriété publique, il s'entendait bien avec un John McCain. Absolument. Et qu'ils arrivaient à discuter, et qu'ils arrivaient à s'entendre sur des dossiers essentiels, etc. Effectivement, le parti républicain de Trump n'est pas celui de McCain de l'époque où effectivement on pouvait travailler de concert. Ça semble plus compliqué. C'est un vrai basculement dans le fonctionnement des institutions américaines. Allez, on va tout de suite prendre la route de Washington. Vous retrouvez Antoine Eulard. Antoine, vous êtes aux côtés d'un Américain. Comment vit-il, comment analyse-t-il les premiers résultats qui viennent de tomber ? Alors en fait, moi ce soir je suis avec des militants démocrates et ici, là où je me trouve, on fait un peu la fête, il n'y a plus grand monde, mais on fait quand même la fête parce qu'on célèbre la victoire de l'une de leurs candidates, en l'occurrence la maire de Washington. C'était l'un des scrutins locaux aujourd'hui, les élections au conseil municipal de Washington. Bon, victoire sans surprise, autour de 80%. Washington, c'est vraiment une ville démocrate. Mais donc cette joie autour de cette victoire ne doit pas masquer une forme d'inquiétude ici face aux résultats nationaux, résultats du Congrès. On va en parler justement avec l'une de ces militantes. Elle s'appelle Jennifer et c'est elle qui est en charge des jeunes démocrates ici à Washington. Jennifer, thank you very much for being with us. Merci d'être avec nous. Vous célébrez la victoire de la maire et en attendant, qu'est-ce que vous pensez à propos d'une vague rouge au Congrès? Je crois qu'il y a 2 ou 3 choses à prendre en compte. D'abord, il y a une opportunité pour le Parti démocratique parce que nous savons qu'il y a encore les États qui risquent de basculer, les fameux États indécis. Et c'est déjà arrivé en 2010. C'est arrivé dans plusieurs législatures et il faut tenir compte des recensements de celui de 2020 et je crois que là où les démocrates peuvent gagner, ils le feront. Il y a encore du temps, il y a encore des résultats qui nous parviennent, tout n'est pas dépouillé et étant donné les procédures de dépouillement, il faut attendre et nous allons voir si cela apporte de meilleurs résultats pour les démocrates. Mais le parti a fait campagne sur l'avortement, sur la démocratie. Les républicains étaient plutôt sur l'économie et l'inflation. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, nous savons que les républicains parlent beaucoup de sécurité et d'économie, mais nous parlons de sujets très importants pour les gens et il n'y a pas de bons et de mauvais sujets. Il y a des zones grises qui se déplacent, quelque chose qui est très important un jour, les moins le lendemain, mais je crois que nous avons tous à nous améliorer au sein du Parti démocrate. Et il est vrai que le coût de la vie ne cesse d'augmenter.
Et merci. Oui. Oui, il faut parler à tout le monde, s'adresser à tout le monde. Et il n'y a pas de réponse universelle. Et il faut au moins essayer de se placer sur un plan stratégique et de bons messages. Après les midterms, les prochaines élections, est-ce que vous pensez que Joe Biden devrait se représenter ou est-ce qu'il est temps qu'une nouvelle génération arrive? Je crois que ça serait l'occasion pour que le Parti démocrate regarde de plus près de ce qui se passe et soit confronté à certaines vérités. Je pense qu'il faut donner des opportunités tout en reconnaissant que certaines choses ont été bien faites et d'autres moins, et qu'il faut savoir se mettre face à tout le monde et se présenter comme président, ou alors apprécier un peu l'ensemble du paysage et se dire qu'il vaudrait mieux se retirer pour laisser la place à d'autres. Et nous sommes une société civilisée. Beaucoup de démocrates à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était l'âge le problème. Qu'il y avait un hiatus entre Biden et ses électeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne pense pas qu'il soit déconnecté, mais je pense que l'Amérique dans son ensemble change et il y a des gens qui s'accrochent à des systèmes anciens ou des valeurs anciennes, et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de son expérience, de sa liaison avec certaines communautés. Et il y a des sujets qui reviennent tout le temps, la population qui est la population cible, et alors qu'il y a un changement de paradigme et qu'il faut quelque chose de nouveau. Voilà, vous voyez le Parti démocrate qui suit ces résultats et qui pense déjà à la suite, à l'élection présidentielle de 2024, avec cette grande question, Joe Biden doit-il ou non être le candidat du Parti démocrate? Merci beaucoup Antoine Eulard. Et puis on va également donner ce nouveau résultat, puisqu'ils arrivent au fur et à mesure. Thierry Arnaud, c'est en Pennsylvanie notamment qu'on en apprend que George Shapiro, un démocrate, est élu. C'est important cet État. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour les démocrates. La Pennsylvanie, c'est évidemment l'archétype de ce qu'on appelle le swing state, cette petite poignée d'États qui décide les élections à chaque cycle électoral. Donc la victoire de Josh Shapiro sur Doug Mastriano, qui est projetée ce soir, maintenant on se parle, au moment où on se parle par plusieurs médias américains, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Il faudrait idéalement pour les démocrates que ça se transpose sur la course du Sénat, qui est évidemment très importante aussi, Fetterman contre Mehmet Oz, et qui sera un des scrutins déterminants de la soirée. Mais en tout cas, la capacité des démocrates à garder la maîtrise de cet État, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ce qui se passe dans les États, au niveau des États, les élections des gouverneurs, les élections des chambres des différents États, c'est très important pour l'équilibre politique américain également. Thierry, on parle du gouverneur. Oui, on parle du gouverneur. Ouais. Donc la Pennsylvanie fait partie des États qui, dit-on, pouvaient faire basculer le scrutin. Oui, pour le Sénat. Enfin, dans la course. Là, on parle du gouverneur. C'est un gouverneur qui a été élu. Mais effectivement, au Sénat, on va attendre avec beaucoup d'impatience, et je crains qu'on ne les ait assez tardivement, les résultats de l'élection au Sénat, qui oppose donc le républicain Mehmet Oz, ce médecin très médiatique que les Américains regardaient chez Oprah Winfrey, au démocrate Fetterman. Et là, effectivement, vous savez qu'au Sénat, on est à 50-50, que la majorité va se jouer littéralement à un siège, et ça se jouera peut-être en Pennsylvanie, selon que c'est le républicain ou le démocrate qui l'emporte. Les États clés, les swing states, justement, Guillaume, il y en a combien? Alors, on dit qu'il y en a entre 4 et 8, donc nous, on s'est un peu concentré sur 4. Arizona, Géorgie, Nevada et Pennsylvanie. Pour expliquer quand même à nos téléspectateurs, parce que du coup, il y a beaucoup de noms américains qui sont donnés ce soir, il y a au moins 3 élections qui se jouent en ce moment. Élection d'une trentaine de sénateurs américains, c'est une première chambre américaine. Élection de 400 à 500 représentants à la Chambre des représentants, d'accord?
et ensuite, effectivement, des gouverneurs d'État, qui sont comme des présidents de région. Donc c'est pour ça que parfois on a plusieurs résultats pour le Michigan, plusieurs résultats pour l'Arizona. Donc ça, c'est pour replacer un petit peu le contexte. L'information que vient de donner Thierry est très importante parce qu'effectivement, dans les États swing states qu'on a donné, qu'est-ce que c'est un swing state? C'est un État qui est indécis, qui n'a pas de couleur politique historique. Il ne vote pas traditionnellement républicain ou démocrate. Il est indécis et donc le scrutin peut être serré. Et donc c'est sur ces indécis que le scrutin balance d'un côté ou de l'autre de l'échiquier. Donc première information, dans ce premier État de Pennsylvanie, même si ça n'a rien à voir avec les sénateurs ou les représentants de la Chambre des représentants, le gouverneur de Pennsylvanie est un démocrate et il est élu à son poste. Donc déjà, c'est un poste pour les démocrates qui est maintenu. Ensuite, pour le reste donc, de ce qu'on a vu depuis le début de cette soirée, c'est une carte qui est de plus en plus rouge. C'est vrai, mais tous les États qu'on dépouille pour l'instant, ce sont des États traditionnellement républicains. Donc pour l'instant, pas de surprise, parce que ce ne sont pas les États où il y avait du suspense. La star de la soirée, c'est donc une élection où il n'y avait pas beaucoup de suspense, mais c'est très important de suivre cet État. C'est l'État de Floride. Le gouverneur de Floride, qui s'appelle Ron DeSantis, a été réélu. Pourquoi on s'intéresse à cet homme? Parce que c'est l'un des concurrents, sinon le plus gros concurrent de Donald Trump pour l'élection de 2024 au sein du Parti républicain. Ensuite, vous avez d'autres noms qui vont moins parler aux Français. Vous avez la républicaine Sarah Huckabee Sanders, une des anciennes porte-parole de Donald Trump, qui, elle, pour le coup, a été élue gouverneur de l'Arkansas. Et ça, pour le coup, c'est plutôt un bébé Trump, si on peut dire. Donc ça confirme plutôt la place de leader de Trump au sein de son parti. Ensuite, vous avez des noms qu'on commence à connaître un peu en France. Alexandria Ocasio-Cortez, élue démocrate, qui est réélue confortablement à New York. Vous avez ensuite des entrées plus symboliques. La première gouverneure ouvertement lesbienne aux États-Unis dans le Massachusetts, c'est la démocrate Maura Healey. Et puis vous avez aussi en Floride le démocrate Maxwell Frost. Alors lui, il a 25 ans et il devient le premier élu de la génération Z. C'est la génération née après 1996. C'est donc un petit renouvellement de génération qu'on voit à travers ces résultats. Merci Guillaume. Bonjour, bonsoir Gérard Haro. Vous êtes ancien ambassadeur de France aux États-Unis, auteur d'Histoire diplomatique aux éditions Grasset. On vient d'entendre tous ces premiers résultats qui tombent heure après heure. Selon vous, ça raconte quoi de ces élections ? D'abord, ça nous raconte la complexité, voire l'archaïsme des procédures électorales américaines. Une fois de plus, rappelez-vous les élections présidentielles, il va falloir attendre de longues heures, voire même de longues journées, dans certains cas, pour connaître le résultat définitif. C'est un État fédéral, chaque État organise les élections comme il le veut, et avec un certain, il faut bien dire, avec un certain amateurisme. Alors à part ça, vous avez aussi 3 heures de décalage horaire. Les Californiens viennent juste d'arrêter de voter. Donc tout ceci rend le résultat des élections américaines vraiment très différent, le résultat très différent d'une autre. Ça prend beaucoup de temps. Ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, mais avec toutes les prudences, c'est qu'il n'y a pas de vague républicaine. Il n'y a pas la grande vague républicaine que craignaient les démocrates. Vous avez donné des exemples de bonne résistance, notamment en Pennsylvanie. Il y en a aussi dans le New Hampshire, où une sénatrice démocrate va être réélue alors que son siège était considéré comme menacé. Donc, pour le moment, d'après je regardais les sites américains les plus connus qui suivent les élections, pour le moment, ils disent il se passe ce que l'on s'y attendait. Les républicains semblent plutôt aller vers s'emparer de la majorité à la Chambre. Ils ont besoin de prendre 5 sièges sur 435. 5 sièges, ils en ont déjà pris 2 en Floride. Mais au Sénat, aux élections sénatoriales, pour le moment, il y a une bonne résistance démocrate. Donc l'espoir que les démocrates gardent le Sénat n'est pas pour le moment. On est vraiment au tout début du dépouillement. Pour le moment, l'espoir est toujours là. L'espoir est toujours là parce que ce vote, il est très, très serré. Est-ce que c'est ça qui montre aussi à quel point les États-Unis sont clivés ces dernières années ?
Vous savez, c'est la démocratie. Hein. Les démocraties, en général, les résultats se font souvent comme ça, hein, avec un où il y a deux partis. Donc, quand il y a deux partis, vous avez souvent ce genre de choses. Cela étant, c'est assez artificiel parce que sur les 435 sièges de la Chambre, il y en a à peu près 350 qui sont gagnés d'avance. Et donc, il y a à peu près seulement 80 sièges compétitifs, comme ils disent les Américains, et ces 80 sièges vont faire la majorité à la Chambre. Parce que les États-Unis, comme le découpage électoral et de la responsabilité des États, les États-Unis sont le pays du charcutage électoral. On charcute, chaque État fait ce qu'il veut à peu près, hein, sans contrôle de la Cour suprême, et donc on avantage les copains, et on a donc en grande partie des circonscriptions qui sont déjà acquises à un parti. 435, il n'y en a que 80 qui sont compétitifs. Donc c'est sur ces 80, et ces 80 compétitifs, en général, ils passent d'un côté ou de l'autre, et c'est toujours à 1 ou 2%. Vous restez avec nous, Gérard Haro. On vous retrouve dans un instant, la suite de notre nuit spéciale midterms aux États-Unis. Bon, on va faire un petit cours de sciences politiques, Patrick Martin-Genier, parce que on parle beaucoup du Sénat, de la Chambre des représentants. Oui. C'est quoi la différence entre les deux ? Et après, on parlera des gouverneurs. Ouais. Déjà, il y a 435 membres de la Chambre des représentants, et puis il y en a nettement moins donc, au Sénat, puisque je crois, sauf il y a 100, effectivement, il y a 2 sénateurs par État. Mais en réalité, dans le système institutionnel américain, ce sont 2 chambres qui ont des pouvoirs très importants. C'est un régime présidentiel. Le législatif est séparé de l'exécutif. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est bien en jeu aujourd'hui, c'est les 2 ans qui restent du mandat de Joe Biden, parce que si on est dans un régime présidentiel, en réalité, le pouvoir budgétaire, il se concentre au Congrès. Donc, bien évidemment que le président des États-Unis, même s'il dispose d'un pouvoir de veto, eh bien, ne pourra rien faire sans l'aval budgétaire de la Chambre des représentants et du Sénat. Et on sait que le Sénat également a un rôle très important, notamment pour la nomination des membres de la Cour suprême. S'il devait, donc d'autres membres de la Cour suprême ou des ambassadeurs devaient être nommés, eh bien le Sénat a un rôle très important. Donc ça, c'est important par rapport finalement à cette politique. Sachant que Joe Biden a quand même fait un programme très important pendant ces 2 premières années, avec un programme de plus de 900 milliards de plans d'infrastructure. Donc ce qui lui arrive aujourd'hui est un peu injuste dans la mesure où il a eu un programme qui a été très très ambitieux sur le plan budgétaire. Mais effectivement, si jamais la Chambre des représentants devait basculer à la droite et du Parti républicain, eh bien Joe Biden n'aurait plus beaucoup de marge de manœuvre pour terminer son mandat. Grégory Portet, vous voulez apporter une précision ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Il y a 435 représentants, 100 sénateurs. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est sûr que la Chambre des représentants, elle va être républicaine. Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est pourquoi on se focalise sur le Sénat. Le Sénat, on ne sait pas s'il va devenir républicain ou s'il va être démocrate. Or, les 2 chambres n'ont pas tout à fait les mêmes pouvoirs. Et ce que vous disiez très justement, le Sénat est plus fort que la Chambre des représentants. Il a des prérogatives sur les traités internationaux, sur les engagements internationaux. La politique étrangère. La politique étrangère, la nomination des fonctionnaires. Et c'est pour ça qu'on se focalise sur cette chambre, mais qui est une chambre qui a une particularité, c'est que chacun des États fédérés n'élit que 2 sénateurs. Et pour nous, Français, je crois que c'est important de le dire, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec l'Alaska, qui est quasiment pas peuplée. Aussi puissante que la Californie. Aussi puissante que la Californie. Et ça, c'est un vrai schéma, parce que du coup, on fausse un peu, dans notre système français, la représentativité. On a des petits États qui vont élire 2 sénateurs, d'autres grands États qui n'en élisent que 2. Et c'est sur ce point, sur ces 4 swing states qu'on évoquait tout à l'heure, que l'enjeu va se porter. Donc je pense qu'effectivement, on va essayer de voir comment est-ce que ça va se recomposer ce paysage. Sachant qu'en cas d'égalité, 50-50, c'est Kamala Harris, la vice-présidente, qui peut faire basculer la majorité. Et tout ça, fait que cette élection, comme la présidentielle, peut se jouer à très peu de voix. Parce que, par exemple, souvenez-vous, à la dernière présidentielle, la Géorgie était un des États qui avait fait basculer l'élection dans le camp Biden. Et la Géorgie, on parlait de 12 000 voix d'écart entre les 2 candidats. Donc, ça veut dire que quand un État, un swing state, fait basculer d'un camp ou dans l'autre la victoire, parfois, ça se joue sur quelques milliers de voix dans un pays extrêmement peuplé. Alors j'aimerais qu'on refasse un petit tour du côté de Washington. Philippe Corbet, les derniers bureaux de vote vont fermer dans pas très longtemps, dans 1 heure ou 2. Quel premier bilan on peut faire de cette première partie de soirée et de nuit ? Alors,
si on fait un tableau général, les sondages ne se sont pas trompés dans le sens où on ne voit pas d'écart significatif à ce stade par rapport à ce qui avait été prévu par les sondages. Donc logiquement, les Républicains devraient remporter la Chambre des représentants. Ça ne sera pas une surprise, c'était attendu. Mais ces dernières minutes, je dois vous dire qu'il faut qu'on explique quelque chose aux téléspectateurs. Les médias américains, puisque le décompte est assez lent, travaillent aussi avec un système de statistiques. C'est-à-dire qu'au fond, ils regardent les sorties des urnes et font des analyses statistiques pour voir quels sont les résultats les plus probables. Alors ça peut sembler un peu complexe comme ça, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que par exemple en Pennsylvanie, on a beaucoup parlé depuis le début de cette nuit américaine sur BFM TV de la situation en Pennsylvanie en disant que ce serait très serré. Les résultats montrent, à cette heure-ci, il faut rester prudent, à cette heure-ci, que le candidat démocrate, John Fetterman, qui a eu une campagne assez difficile, qui a eu un AVC, qui était très contesté jusqu'à cette fin de campagne, semble peut-être en mesure de l'emporter. En tout cas, les résultats sortis des urnes semblent moins mauvais que ce que craignaient certains représentants démocrates. Et donc, la probabilité statistique de sa victoire dans cet état de clé de Pennsylvanie est plus forte qu'il y a une heure. Il y a une heure, les médias américains, notamment le New York Times, donnaient 53% de chance de victoire. À cette heure-ci, c'est 73%. Pourquoi c'est important ? Parce que si ce candidat démocrate gagne dans cet état clé de Pennsylvanie, ce sera un gain sur un siège républicain, puisque le sortant était républicain. Il ne se représentait pas, mais le sortant était républicain. Ça veut dire que si les démocrates gagnent ce siège en Pennsylvanie, ils peuvent se permettre, entre guillemets, de perdre un siège dans un autre État, par exemple la Géorgie ou l'Arizona, et néanmoins conserver le contrôle du Sénat. Je dis ça, il faut être très prudent, tout n'est pas encore décompté, il peut y avoir des contestations, mais néanmoins, les démocrates sont un peu moins inquiets concernant le Sénat qu'ils ne l'étaient peut-être il y a une heure ou deux. En tout cas, ils pensent que le contrôle du Sénat est encore possible. Merci Philippe Corbet et on vous retrouve Gérard Haro, vous êtes resté avec nous, merci, pour parler de ce véritable enjeu finalement pour les Républicains qui est donc de maîtriser ce vote et de contrôler surtout le Sénat. Oui, parce que ils ont en effet leur victoire dans la Chambre pour la Chambre est quasiment acquise. Le Sénat, c'est à une voix près, donc évidemment qu'ils voudraient contrôler l'ensemble du Congrès. Mais vous savez, même s'ils n'ont que la Chambre, l'administration Biden est quasiment paralysée parce qu'en effet, le pouvoir essentiel du Congrès, c'est la bourse. C'est-à-dire, l'administration ne peut pas dépenser $1 sans l'approbation du Congrès. Or, nous sommes dans une telle radicalisation de la politique américaine que le Congrès républicain ou la Chambre républicaine ne fera aucun cadeau à l'administration. On annonce déjà que la Chambre pourrait lancer une procédure de destitution de Joe Biden, d'impeachment de Joe Biden. Évidemment qu'il n'y a aucune raison de destituer Joe Biden, mais c'est d'une certaine manière une revanche sur ce qu'a subi Trump lui-même. Donc c'est vraiment polarisation extrême et une seule des chambres du Congrès suffit largement à paralyser l'administration Biden. Les 2 dernières années de l'administration Biden risquent en réalité d'être un blocage institutionnel. Gérard Haro, est-ce que les démocrates finalement ne vont pas pâtir de l'image que l'on a vue de Joe Biden ces dernières semaines ? Un homme qui tient parfois des propos incohérents dans certains meetings, qui semble désorienté sur certaines images. Est-ce que ça ne va pas les pénaliser ? Mais ça les a déjà, à mon avis, pénalisés. Vous savez, les Américains élisent ce qu'ils appellent un commander-in-chief, un commandant en chef. Et il faut bien dire que Joe Biden est un papy très sympathique, hein, en effet, avec des absences, faisant des gaffes, mais ne projette pas l'image d'un commander-in-chief. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez posé la question, je crois, en interrogeant une Américaine sur est-ce qu'il va se représenter, parce qu'il dit qu'il veut se représenter, mais il y a 70% des Américains qui ne veulent pas qu'il se représente. Le problème, c'est qu'en disant qu'il veut se représenter, il stérilise le camp démocrate, parce que du coup, aucun démocrate ne peut se présenter, aucun démocrate ne peut dire « je veux être candidat ». Or, le rythme américain est tellement tendu que demain, on rentre en campagne électorale. C'est-à-dire les prochaines primaires pour 2024 sont dans moins de 15 mois. C'est-à-dire que si vous êtes un candidat, il faut d'abord vous faire connaître. Donc il faut d'abord sillonner le pays. Et donc du côté démocrate, pour le moment, il n'y a que Biden.
Merci Gérard Haro, merci. Évidemment, le temps nous manque un peu. On va remercier évidemment tous nos invités également qui sont venus ce matin pour nous aider à comprendre l'enjeu de ces élections aujourd'hui. Ce qu'on vous propose tout de suite, c'est de vous montrer ce focus sur Donald Trump. On en parle beaucoup. Il promet en effet une grande annonce la semaine prochaine. Il a parlé du 15 novembre. Si on lit entre les lignes, ça ressemble peut-être aussi à un début de candidature, évidemment, pour la présidentielle de 2024. Oui, il y croit dur, très dur. Et d'ailleurs, il a été très présent lors de cette campagne des midterms. Une manière de se rendre à nouveau incontournable. Marine Scherer avec Laura Bleuzen. Ladies and gentlemen, please welcome the 45th President of the United States, President Donald J. Trump. Il est celui que tous les partisans républicains attendent. À peine sorti de son avion, Donald Trump est ovationné. Une arrivée comme toujours en grande pompe pour ce dernier meeting de soutien avant les élections de mi-mandat. L'occasion pour l'homme d'affaires de donner rendez-vous à ses soutiens. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. À la fin du meeting, les supporters de Donald Trump sont euphoriques. Notre correspondant aux États-Unis a assisté à cette réunion publique. Donald Trump est vraiment en train de faire un retour en force sur la scène politique. Regardez ici, à la sortie de son meeting, il y a des silhouettes en carton, grandeur nature de Donald Trump. Et toute la soirée, on voit des gens venir ici prendre la pose à côté de l'ancien président et de sa femme qui, elle aussi, a le droit à sa silhouette ici que vous voyez à côté de moi. Vraiment, il est ultra populaire. C'est la figure la plus populaire chez les électeurs républicains. Alors, on va en parler avec Fran et Ed, deux de ses soutiens. Nous sommes contents de ce qu'il a fait quand il était président. Il a prouvé qu'il était un homme de parole. Pareil, j'aime ses valeurs, ses idées conservatrices et ce qu'il a fait en tant que président. Une popularité que Donald Trump a soigneusement entretenue ces dernières semaines, multipliant les meetings aux quatre coins du pays, dévoilant sans grand suspense ses ambitions politiques. Oh, look at all of them. They must think I'm going to announce for president, and that's a lot. That's a lot of people. That's a lot of people. I promise you, in the very next, very, very, very short period of time, you're going to be so happy, okay? You're going to be so happy. Ces réunions publiques, censées mettre en avant les candidats républicains, deviennent des tribunes pour le discours électoral de Donald Trump. Une rhétorique bien rodée, répétée de ville en ville. And now, in order to make our country successful and safe and glorious, I will probably have to do it again. I will very, very, very probably do it again, okay? Un marathon pour signer son grand retour, asseoir son influence au sein de son parti et se poser comme la seule option crédible pour 2024. Pour ces midterms, beaucoup des candidats républicains sont acquis à la cause de Donald Trump. Carrie Lake, J.D. Vance ou encore Herschel Walker, ancien footballeur, fervent anti-IVG et climato-sceptique. I'm sick and tired of people putting this country down. Des républicains surnommés les bébés Trump, qui copient le style de l'ancien président. It's time to take our country back. Start thinking about greatness again. Des discours pour la base des électeurs républicains, à l'image de Donald Trump et de ses outrances. Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Ohioans. Une campagne électorale animée aussi par un désir de revanche. Selon le Washington Post, plus d'un candidat républicain sur deux a mis en doute ou rejeté la victoire de Joe Biden. En Pennsylvanie, Mehmet Oz, soutenu par Donald Trump, dénonce lui des cas de triche lors de la dernière présidentielle. Dans cet état clé, pour ces habitants que nous avons rencontrés, une nouvelle candidature de l'homme d'affaires serait une délivrance.
Les démocrates ont vraiment volé cette élection. Je sais tout de cette histoire grâce aux tabloïds. Nous avons besoin du retour d'un vrai républicain et c'est Trump. Je veux que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche. Je pense qu'il a fait des choses bien pour les États-Unis. Je crois vraiment que lui et sa famille se soucient des États-Unis et ils font passer les Américains en premier. Le résultat des élections de mi-mandat donnera à Donald Trump une indication très précise sur ses chances de revenir à la Maison-Blanche dans 2 ans.